Alors, Michel Massé, qui est professeur émérite à l'université de Poitiers, va à présent, car nous nous efforçons de ne pas perdre de temps, nous parler des aménagements conventionnels de l'exercice de la puissance publique sur le territoire national. Michel, vous avez la parole. Entrée en matière métaphorique, pour citer, à la suite de Robert Roth, un des maîtres français, mon maître, Claude Lambois. La loi peut bien faire porter son ombre plus loin que les frontières. Le juge peut bien avoir assez puissante voix pour que, parlant de sa demeure, ses condamnations soient entendues du dehors, mais le gendarme, lui, ne peut saisir plus loin que son bras et n'est gendarme que chez lui. Ce qui nous intéresse ce matin, ce n'est point la compétence normative, législative, la portée de la loi, ni même la compétence judiciaire au sens strict de jurisdictio, compétence attributive, celle du juge. Ce qui nous intéresse, c'est la compétence exécutive, l'imperium romain, même s'il me faudrait un peu de temps pour travailler cette notion, et là, c'est le gendarme. Choix particulièrement pertinent parce que, en un seul mot, il laisse entendre l'agent de la puissance publique et la possibilité qu'il soit armé, gendarme. Une précision importante car, en droit pénal, un droit qui n'est pas civil, qui n'est pas civilisé, le recours à la force publique et physique est d'usage normal, prévisible, sinon courant dans certaines circonstances. Un droit qui se nourrit de décisions coercitives ou intrusives, a écrit Pascal Beauvais dans sa contribution au mélange Badinter. Il y a aussi la métaphore utilisée par Antonio Cassese devant l'Assemblée générale de l'ONU et que Muriel Hubeda-Sayar reprend dans ses écrits. Les juridictions pénales internationales sont des géants qui n'auraient ni bras ni jambes. Une autre image qui me permet d'emblée d'évoquer les juridictions pénales internationales, passage attendu de mon exposé, mais pas le seul, et sous certains aspects, pas le plus important. Je dois traiter des aménagements conventionnels de l'exercice de la puissance publique sur le territoire national. Exercice de la puissance publique, on pense à l'arrêt Lotus, qui interdit au souverain tout exercice de sa puissance sur le territoire d'un autre État. Puissance publique, dans mon intitulé, pourrait nous entraîner bien au-delà du droit pénal, auquel il faut s'en tenir dans ce congrès. Puissance publique recouvre d'ailleurs tous les aspects du droit pénal, l'armée, la police, la justice, les prisons et le bourreau, a écrit Dully. Mais on a déjà parlé du jugement dans les jours précédents, et après moi, on va parler de l'extraterritorialité des sanctions. Me reste donc à aborder ici, c'est la décision que j'ai prise, le présententiel. Concrètement, le pouvoir d'enquêter et d'instruire des agents de la force publique. Ce champ limité de recherche me convient d'autant plus qu'on trouve dans des conventions européennes, multi- ou bilatérales, et dans une décision de l'Union européenne, on trouve expressis verbis que des compétences de puissance publique peuvent être exercées sur le territoire national par des fonctionnaires étrangers. Ce sont des conventions de coopération policière et douanière. On est bien dans le pré-sententiel. Il reste que la formule est vague et générique et que j'ai axé mon travail sur l'identification très concrète, très pratique, très
procédurière des actes qui, parfois, peuvent ou ne peuvent pas être accomplis à l'étranger ou sur le territoire français par des étrangers. Ce sera cela la deuxième partie dans ma contribution écrite, dont je vous dirai quelques mots tout à l'heure en terminant mon intervention orale. Aménagement conventionnel. Aménagement, c'est parfait. En effet, le principe de l'exclusivité de la compétence d'exécution du souverain sur son territoire ne comporte toujours pas de véritables ou d'importantes exceptions. Ce principe est certes à l'origine de dizaines, peut-être de centaines si on compte les bilatérales, de conventions internationales, de coopération en matière pénale, extradition ou entraide, policière ou judiciaire. Mais ces conventions ne sont en rien, ou presque rien, c'est le presque rien que je dois étudier, des exceptions au principe. Elles sont au contraire autant d'hommages au respect du principe, chacun chez soi, pour l'exécution des actes. Que l'entraide soit plutôt verticale avec les juridictions pénales internationales, ou qu'elle soit fondée sur la reconnaissance mutuelle dans un espace commun de liberté, de sécurité et de justice. Stefano Manacorda a dit hier que la reconnaissance mutuelle prônait la souveraineté au plus haut degré, respectait la souveraineté au plus haut degré. Qu'à partir de lundi prochain, 22 mai, les juges de l'Union pourront prendre des décisions d'enquête européenne en matière pénale, ou qu'il a été décidé le 3 avril dernier par 16 États de l'Union de créer un parquet européen pour lutter contre les fraudes financières, ne change rien au principe, ou presque rien, car il y a tout de même quelques aménagements qui sont peut-être précurseurs et qui, pour cette raison, nous intéressent. Aménagement conventionnel, est-il précisé dans l'intitulé de mon travail. Politiquement, ça s'explique bien, mais techniquement, le mot me gêne un peu, ne serait-ce que parce qu'il m'interdit, a priori, les statuts et règlements de procédure et de preuve des deux TPI, que j'évoquerai quand même, mais par comparaison avec le statut de la CPI, bien moins intéressant, et précisément parce qu'il est conventionnel pour la question traitée. Conventionnel me limite aussi pour d'autres raisons que je développerai à l'écrit. Tout cela étant dit très vite, trop vite, il me reste 7 à 8 minutes pour étudier 18 conventions internationales et une décision de l'Union européenne, droit dérivé des conventions internationales, applicable en France. 9 conventions multilatérales et 3 conventions bilatérales, 5 textes applicables hors Europe, dont un à Saint-Martin, île des Petites Antilles partagée entre les Pays-Bas et la France, 14 conventions qui ne sont applicables qu'en Europe. Je ne vais pas vous infliger cela, et encore moins les filiations qui existent entre certains textes. Ce sera fait dans la première partie de mon rapport écrit, en insistant d'ailleurs sur les domaines, sur les formes de criminalité internationale qui ont suscité de telles réactions conventionnelles. À l'oral, ce matin, je me limite à une rapide énumération suivant une chronologie approximative. Premier domaine, c'est la lutte contre 3 formes de criminalité transnationale. Trafic de stupéfiants, convention de 1988, autre criminalité organisée, convention de 2000, et corruption, convention de 2003. Deuxième point, c'est la prise en considération de la construction d'un grand espace de libre circulation en Europe, Schengen,
Convention d'application des accords de Schengen 1990. Troisième domaine, c'est le domaine très concret, très quotidien de la criminalité transfrontalière. Ces régions dans lesquelles la frontière, ou même plusieurs frontières, sont traversées en haute fréquence, parfois même quotidiennement. Sur cette question et sur cette criminalité, il y a déjà des conventions bilatérales dans les années 90, y compris les accords de Sanguiette, puis un traité multilatéral, dit traité de Prüm, en 2005, puis l'intégration de certaines dispositions, mais pas toutes, de ce traité, dans une décision 208-615 JAI du Conseil de l'Union européenne. Et c'est dans cette série de textes-là, et dans les plus récents de ces textes, qu'on voit apparaître les nécessités de la lutte contre le terrorisme. Pas autrement. Et quatrième domaine, bien sûr, ce sont les crimes internationaux par nature, dont les juridictions pénales internationales tentent de se saisir, la Convention de 98, et peut-être, elles sont dans mon sujet, les conventions entre un État et l'ONU pour instituer des juridictions mixtes. Quant aux articles à étudier dans ces conventions, ils ne sont pas nombreux, quelques dizaines d'articles, quinzaine. On y trouve d'abord un vocabulaire conventionnel, devenu vocabulaire policier, désignant de nouvelles techniques ou de nouvelles autorités d'enquête. Ce sont les livraisons surveillées. C'est l'observation et la poursuite transfrontière. C'est les équipes communes d'enquête. Ou encore les patrouilles communes ou patrouilles mixtes en zone transfrontalière. C'est enfin les pouvoirs d'enquête du procureur de la CPI sur le territoire d'un État, ce qui est différent de ce que la Cour peut demander à un État au titre de sa coopération. Vous voyez que je tiens à ne pas isoler cette question, sur laquelle il n'y a d'ailleurs pas tant à dire du point de vue qui est le mien. J'ai essayé de la resituer dans un cadre plus général. Et le travail consiste ensuite à identifier très pratiquement, en termes de procédures policières ou pénales, comme je vous le disais tout à l'heure, les actes relevant en principe de la puissance publique que des fonctionnaires d'un autre État ou membres du bureau du procureur peuvent effectuer sur le territoire national. À cet égard, j'ai établi toute une typologie dont je vais vous épargner les détails, que vous trouverez à l'écrit, mais qui commence par le problème des armes, problème essentiel. Est-on autorisé ou non, et à quelles conditions, à porter une arme de service, à s'en servir uniquement en cas de légitime défense de soi-même, ou bien pour la légitime défense d'autrui également, ou bien encore au-delà des situations de légitime défense. Et ma typologie se termine avec les mesures qui peuvent être prises à l'égard des personnes, au minima vérifier l'identité, un peu plus loin interpeller les personnes, et peut-être encore au-delà de l'interpellation, procéder à leur arrestation formelle et à les détenir pendant un certain temps dans une procédure qui relèverait de la garde à vue ou de la rétention. Ma conclusion, c'est que les aménagements relevés sont extrêmement limités, soumis à de très nombreuses conditions, y compris pour le procureur de la Cour pénale internationale, et que finalement, l'exercice de la puissance publique en territoire étranger
demeure bien une des grandes interdictions du droit international. Je prends 30 secondes encore. 30 secondes pour conclure. Je n'ai pas beaucoup dépassé, à peine dépassé. On avait l'impression que la voix était tombée. Oui, bien sûr. On repart. Mais je vais terminer comme j'ai commencé en citant à nouveau Claude Longbois, qui a défini le droit pénal international comme la discipline juridique dont l'objet est d'étudier les rapports entre la souveraineté des États et le droit de punir. En félicitant ou en remerciant, peut-être je peux parler au nom des pénalistes, la Société française de droit international d'avoir consacré tout un colloque à cette réflexion et en remerciant Muriel Hubeda-Sayard de m'y avoir convié. Eh bien, merci beaucoup, Michel Massé, pour ce très beau propos.